Merci, cher Jean-Bernard. Le numérique, c'est un jour et pour toujours. Donc, c'est une excellente introduction pour présenter cette première table ronde consacrée donc aux mobilités, au shopping et au tourisme. Et on a le plaisir d'accueillir un certain nombre d'experts français et internationaux qui vont essayer de donner par l'exemple et par des cas concrets cette relation et surtout mettre en perspective les conditions de reprise, puisque Jean-Bernard et Michel l'ont déjà dit précédemment, c'est une journée importante puisque demain, les terrasses rouvrent. Alors peut-être pour commencer, rappeler un certain nombre d'évidences. Le tourisme, jusqu'en 2019, représentait une économie particulièrement importante et majeure dans l'économie française. On a coutume de dire que le tourisme jusqu'en 2019, c'était 7,5% du PIB. C'était une consommation intérieure de l'ordre de 160 milliards d'euros, un excédent dans la balance des paiements de l'ordre de 12 à 15 milliards d'euros par an. Donc c'est d'abord rappeler le poids économique et donc forcément, s'il y a une consommation intérieure, ça veut dire que quand on consomme à l'intérieur des frontières, on va consommer principalement, d'abord et avant tout, dans des commerces. Donc c'est bien évidemment rappeler ce lien évident entre le commerce et le tourisme. C'est aussi rappeler que jusqu'en 2019, le tourisme en France, c'était plus de 300 000 entreprises, plus d'1,5 million d'emplois directs pour quasiment autant d'emplois indirects. C'est-à-dire qu'en gros, en France, 3 millions d'emplois, c'est-à-dire à peu près 10% de la population active, étaient influencés directement ou indirectement par le tourisme. Et si on prend les chiffres, et je ne vais pas les égrener, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et singulièrement sur la destination azuréenne, le poids du tourisme a historiquement été encore plus élevé que ce qu'il ne représentait sur le périmètre du territoire français. Donc on comprend par là le lien évident, bien sûr, entre tourisme et consommation, mais aussi entre tourisme et shopping, et si j'ose dire aussi entre tourisme et mobilité, puisque c'est le premier terme qui a été choisi pour le thème de cet après-midi, puisque la première condition d'un touriste, c'est d'être mobile, c'est son essence même. Il n'y a pas de touriste immobile, en tout cas dans les définitions et dans les pratiques, sinon c'est un touriste entravé, et c'est le touriste immobile, peut-être au sens de Ionesco, qu'on aurait pu imaginer. Le tourisme, c'est aussi, dans le fond, et c'est un élément central, c'est le parcours client. C'est-à-dire c'est un parcours qui intègre les différents types de mobilité, les activités à destination. Et c'est vrai dans tous les classements, dans toutes les enquêtes. Et on se rend compte que ça va de l'économie résidentielle à la notion de proximité, mais aussi, et de plus en plus, à la relation entre habitants et visiteurs. Et quand on considère les habitants, on peut aussi dire entre les professionnels, bien sûr, les entreprises, mais aussi les commerçants. Michel et Jean-Bernard l'ont dit, le Covid a redéfini dans le fond l'activité touristique. Et on se rend compte que ça redéfinit bien sûr aussi la question de proximité. On va, je crois, beaucoup en parler cet après-midi. Et renouveler l'expérience client. Les commerces ont été soutenus depuis plus d'un an par de nombreux dispositifs portés par l'État, les collectivités locales et territoriales, mais aussi les organismes consulaires. Et en cette date du 18 mai, à la veille de la réouverture des terrasses, quand on sait que les visiteurs vont revenir, que les destinations se préparent avec comme obligation de répondre à des nouveaux enjeux, la thématique de cet après-midi est intéressante puisque beaucoup de professionnels qui sont en ligne se posent encore un certain nombre de questions. On a beaucoup utilisé un certain nombre aussi de mots, la résilience, la solidarité, la préservation de l'environnement. Et dans le fond, ce triptyque entre mobilité, shopping et tourisme va permettre sans doute de dresser un certain nombre de réflexions et peut-être aussi de proposer un certain nombre de perspectives, si ce n'est de réponses, à un certain nombre de participants qui sont en ligne. Alors, la table ronde qu'on inaugure cet après-midi va permettre d'abord, je crois, de prendre un peu de hauteur par des témoignages et des exemples concrets d'acteurs du territoire azuréen, la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, l'aéroport de Nice, le syndicat des commerçants de Cagnes, mais également on va bénéficier de contributions d'experts nationaux. Je pense notamment à nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et de l'Open Tourism Lab à Nîmes, mais aussi quelques pastilles internationales, Michel en a parlé, en Chine, en Grande-Bretagne,
et puis au Canada, qui vont permettre aussi de mettre la lumière sur des événements qui ont eu lieu avant, bien sûr, le Covid, mais aussi les conditions de reprise de l'activité dans ces 3 pays qui sont des pays clés pour, bien évidemment, l'économie touristique. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse déjà un petit panorama avec les acteurs territoriaux de la Côte d'Azur. Et on va commencer par Bernard Schex, qui est donc le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, en charge du commerce. Et Bernard, pour commencer, peut-être dresser un panorama de l'état actuel de cette relation entre tourisme et commerce, et notamment peut-être parler d'une première initiative qui a rencontré un certain succès et dont on espère que ça va continuer dans les semaines et les mois qui viennent, l'expérience Niche Shopping, qui nous semblait sans doute être la première à pouvoir être présentée cet après-midi durant cette table ronde. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire la genèse de cette expérience et comment cette expérience Niche Shopping a été mise en œuvre et les premiers résultats que vous avez pu observer, à la fois pour les acteurs du tourisme, mais aussi, puisque c'est l'une des questions qu'on va traiter tout au long de cet après-midi, sur les commerces, donc les commerçants du centre-ville de Nice. Bien sûr, avec plaisir. Bon, bien, cette expérience, il faut savoir qu'elle a été concluante. Elle existe depuis plusieurs années. Donc, Niche Shopping, c'est un regroupement d'enseignes nationales, internationales, mais également de commerçants locaux. Et donc, c'était suite à un constat très simple, c'est que l'union fait la force, vous le savez. Et puis sur ce territoire, même s'il se faisait déjà beaucoup de choses, on se rendrait compte que dans certaines villes, en tout cas, le commerce n'était pas regroupé et en ordre de marche. C'est ce que nous avons cherché à faire, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, donc avec des fonds de soutien. Donc, dans un premier temps, nous avons œuvré pour rassembler les associations de commerçants. Et puis, nous avons également créé des fédérations. Donc, tout ça a été fait et Niche Shopping est une émanation d'une volonté politique locale et économique. Donc, il y a des salariés, parce que, bien évidemment, dans le système associatif, ça ne suffit pas forcément pour arriver à monter des opérations. Il faut qu'on ait des gens disponibles pour faire de l'accompagnement, et c'est ce que fait Niche Shopping, donc en lien avec toutes les enseignes. Donc le commerce, aujourd'hui, il est numérique, il est digital, il est figital. Donc quand on accueille nos touristes localement, on leur fait découvrir des enseignes, ils consomment sur place. Et nous avons cherché justement à faire en sorte que quand ils rentrent chez eux, ils puissent avoir la possibilité de conserver ce contact et peut-être recommander par Internet, par exemple. Donc il a fallu former des commerçants aussi à l'accueil. Bon, je suis persuadé que dans notre région, on accueille plutôt bien nos clients, mais il y a toujours des efforts à faire en tout cas. Voilà, donc nous avons également un accompagnement sur ce sujet. On parlera de formation tout à l'heure et je crois que nos collègues de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France ont un certain nombre d'expériences aussi à faire partager sur le sujet. En termes de périmètre, combien de commerçants et quel a été l'impact dans le fond immédiat durant la première année, parce qu'on va exclure l'année 2020 de la réflexion, mais comment vous avez vu améliorer les choses et notamment cet impact de la fréquentation touristique dans les commerces de proximité de la ville de Nice? Alors, la ville de Nice, c'est 6000 commerçants, c'est 22 associations, une fédération. Et donc, Niche Shopping a ce volet communication et vraiment a beaucoup œuvré sur les réseaux sociaux. Donc, mais pas qu'en France, pas que localement, pas qu'en France, évidemment au niveau européen, donc notamment en Italie, sur la zone, sur l'Angleterre, voilà. Et nous avons également, avec les services de la Chambre, mis en place un système pour accueillir les touristes asiatiques et plus particulièrement les Chinois dans la zone touristique internationale du Vieux-Nice. Bon, malheureusement, la pandémie est arrivée entre-temps, donc nous avons été stoppés dans cet élan, mais nous avons accompagné des commerçants, par exemple, sur l'accueil, sur un packaging particulier pour cette clientèle étrangère, sur un étiquetage particulier, et puis aussi sur les moyens de paiement qui leur sont propres, vous le savez, notamment au travers du téléphone.
Donc voilà, ça c'était une belle opération qui a été portée à la fois par la Chambre, relayée par les associations, les fédérations et Niche Shopping. D'accord, donc une stratégie qui va à la fois de la promotion, y compris sur les réseaux, avec ensuite les conditions d'accueil et les conditions aussi de vente, donc une facilitation notamment de paiement, on en reparlera tout à l'heure à destination des Chinois. Exactement. Quelles sont les perspectives dans l'année qui vient sur cette initiative Niche Shopping? Est-ce que vous avez volonté de continuer et, si j'ose dire, d'accroître cette stratégie? Bien sûr, et ils sont dotés d'un budget important qui est de l'ordre de 400 000 euros. Donc, pour faire justement cette communication ciblée, territoire par territoire. Donc, il y a de beaux projets que nous allons, dès cet été, mettre en place, encore une fois, autour de l'accueil et du savoir-faire et cette espèce de résonance, puisqu'on utilise les réseaux sociaux pour le faire savoir aussi. Et dernière petite question sur Niche Shopping, avec une destination notamment particulièrement européenne, peut-être des clientèles qui n'étaient pas ciblées lors de la première phase de Niche Shopping? Alors, il va falloir probablement réajuster le tir, puisqu'on nous dit qu'il y aura une consommation plutôt franco-française, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, on a des projets également à long terme, et on ne perd pas de vue que notre territoire est un territoire international, qu'on est regardé, que des gens du monde entier viennent nous voir. Aujourd'hui, il y aura le pass sanitaire, tout le monde va être vacciné, en tout cas on l'espère très rapidement, et voilà, donc on servira toute clientèle étrangère. Bien, deuxième initiative qu'on voulait mettre en exergue, c'est la boutique numérique du commerce. Est-ce que vous pouvez présenter à la fois rapidement, bien sûr, sa genèse et sa réalisation? À quoi ça sert, dans le fond, et comment sont associés les commerçants à cette initiative? Donc, il y a quelques années, suite à des déplacements que nous avions pu faire, on se rendait compte qu'il y avait une forte interrogation sur le commerce en ligne. Donc, à la suite de ça, nous avons donc réfléchi avec les associations et on s'est dit, on va peut-être regrouper dans un même lieu, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la boutique connectée, environ une cinquantaine de solutions numériques et digitales que l'on allait pouvoir leur proposer. Voilà, donc ça a été un vrai succès. Et du reste, on l'a vu pendant la pandémie, puisqu'on avait des systèmes de click and collect qui, à l'époque, n'intéressaient pas grand monde, je vous l'avoue, puisque je vous parle de quelque chose qui avait 3 ans. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que dans cette crise que nous avons traversée et qui a duré, avec pour certains des fermetures très longues, ça a donné tout de suite la possibilité à certains de nos commerçants de réaliser du chiffre d'affaires. Donc pour ceux qui avaient opté en tout cas pour les solutions que nous proposions à l'époque, ça a été un plus indéniable pour eux. D'accord, avec finalement un changement d'usage, dans le fond, si je comprends bien, puisque au départ, c'était pensé pour des visiteurs, ensuite sans doute réadapté pour des habitants, et votre évolution naturelle serait sans doute de servir à la fois les habitants, mais aussi les visiteurs, et qui est une question centrale aujourd'hui dans l'économie touristique. Tout à fait, tout le monde reste des consommateurs, donc c'est cette réadaptation et cette adaptation en permanence au commerce d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le commerce d'aujourd'hui, c'est bien celui dont nous parlons, c'est celui du numérique et du digital. D'accord. Dernière petite question sur cette boutique numérique du commerce. Vous avez parlé de 50, une cinquantaine de services numériques. D'où venaient ces services numériques? Est-ce que c'était principalement porté par des acteurs du territoire ou est-ce que vous avez fait appel à par exemple, des startups, y compris de l'Open Tourism Lab, dont on parlera tout à l'heure? Alors, de mémoire, je crois qu'il y avait un petit peu plus de 52 solutions numériques. Tout était issu du territoire. Elles ont toutes été validées. Et aujourd'hui, elles sont exportées puisque cette boutique numérique du commerce, elle est proposée non seulement dans notre CCI de région, mais bien au-delà, puisqu'aujourd'hui, la boutique circule dans d'autres territoires en France, comme quoi nous avons été à un moment donné précurseurs sur ce sujet. Voilà. Donc la boutique continue à tourner. Donc une intelligence territoriale remarquée et remarquable au service à la fois des habitants mais aussi du commerce. Merci Bernard. Je vous en prie. On verra tout à l'heure s'il y a des questions pour vous en fin de table ronde. Je me tourne maintenant vers Franck Golnadel, qui est donc président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, avec bien sûr cette question clé de l'accessibilité d'un territoire. On a parlé de mobilité, bien sûr, en termes, disons, de téléphonie et de numérique, mais la première mobilité historiquement pour le tourisme, c'est celle de la mobilité. Aujourd'hui, on peut dire que l'aéroport est à la fois porte d'entrée et de sortie du territoire. Comment l'aéroport a vécu, bien sûr, cette crise, mais surtout, comment vous vous préparez
à la reprise de l'activité, à la fois en termes d'entrée de visiteurs, de sortie de visiteurs, et finalement, quel est le lien que vous faites avec l'ensemble des acteurs du territoire? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, porte d'entrée et de sortie du territoire. J'ai l'habitude de dire avec un peu d'humour dans ce monde triste de temps en temps qu'on ne vient pas spontanément visiter un aéroport. Quand vous achetez un billet d'avion, c'est parce que vous voulez visiter un territoire ou vous avez des affaires à faire sur ce territoire. C'est très rare qu'un passager passe plus de temps que nécessaire dans un aéroport et c'est jamais une bonne nouvelle. C'est donc qu'il y a un frein à sa mobilité de sortie, soit du territoire, soit d'entrée sur le territoire. Donc on fera tout pour que cette mobilité soit la plus dynamique possible. Il faut quand même se rappeler que les aéroports de Côte d'Azur ont un certain nombre de spécificités. L'aéroport de Nice est un aéroport, après ceux de Paris, qui est le plus connecté au monde, en France, par rapport aux autres aéroports. Et ça, c'est un marqueur fort du territoire. C'est-à-dire que vu de l'étranger, le territoire est celui qui a le plus d'attractivité et celui, après la région parisienne, est celui qui sous-tend un trafic international, européen et évidemment domestique très important. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que quand on sait ça, on se prépare à l'avenir. Le deuxième élément, c'est qu'un aéroport sert à accueillir, mais il sert aussi à connecter l'ensemble du tissu économique et à servir les citoyens du territoire quand eux-mêmes ont besoin de pouvoir partir, voyager et faire en sorte de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire à l'étranger ou partout sur le territoire français. Donc on est bien une porte d'entrée et de sortie et donc tout l'enjeu des partenaires de l'aéroport, ça sera de faire en sorte de retrouver cette connectivité. Mais dans les autres spécificités, il ne faut pas qu'on oublie, c'est que c'est un aéroport aussi qui est dual parce que il a à la fois un trafic commercial, des avions passagers, et d'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires qui sous-tend non seulement d'accueil de touristes qui peuvent avoir une capacité à dépenser sur le territoire plus importante, mais aussi qui est très très importante pour soutenir le tourisme d'affaires, qui est aussi un des grands marqueurs du territoire. Et donc les enjeux pour le territoire et pour l'aéroport, parce qu'ils sont en résonance, c'est de pouvoir être demain à nouveau cette porte d'entrée et de sortie, permettant cette complémentarité entre j'accueille des clients individuellement ou j'accueille des clients en groupe pour permettre soit des manifestations individuelles, soit des manifestations de tourisme d'affaires très importants pour le territoire. Alors vous l'avez dit, Franck, si on reste trop longtemps dans un aéroport, on visite rarement un aéroport, sinon on finit comme star dans un film de Steven Spielberg, mais il y en a un par décennie. Il y a deux questions dans le fond, là, dans le propos. La première, c'est l'accessibilité, notamment en termes d'intermodalité, c'est-à-dire comment va, selon vous, se connecter l'aéroport en fonction de l'offre de mobilité, y compris les mobilités douces. Et puis la deuxième question, c'est comment l'aéroport se prépare à être partenaire et acteur de ce redémarrage tant attendu depuis plus d'un an. Alors d'abord, la connectivité. Il y a la connectivité aérienne, comme je l'ai dit. Il faut absolument, si on veut que le territoire bénéficie du retour à l'activité que nous avions avant, à retrouver cette connectivité à la fois domestique, grande capitale régionale, européenne et mondiale. Et là-dessus, on a des atouts pour pouvoir le faire et on a des freins. La crise Covid a montré que la fermeture des frontières, la mise en place de contraintes de déplacement ont largement contraint le trafic et l'attractivité du territoire et la capacité à se déplacer. Donc, le premier enjeu, ça sera de permettre la réouverture des lignes aériennes et on voit des frémissements pour la saison été qui vient, qui montre encore une fois toute l'attractivité du territoire. Parce que là encore, c'est pas l'aéroport qui va mobiliser les compagnies aériennes à revenir. C'est bien l'attractivité du territoire. Et donc, on sent qu'on est capable, parce qu'en plus, on n'a pas d'alternative. C'est aussi une faiblesse et une force pour le territoire, mais je dirais, on ne peut pas rejoindre les grandes capitales européennes et encore moins mondiales autrement que par l'avion. Et donc, si on veut demain que notre territoire accueille un certain nombre de visiteurs, il faut absolument qu'on retrouve cette connectivité. Et ça passera par plusieurs éléments, des décisions gouvernementales
de permettre à nouveau aux passagers de voyager et des mesures cohérentes entre pays. Et les autorités françaises y travaillent pour faire en sorte que ce qu'on appelle le pass sanitaire ou d'autres principes soient cohérents entre pays, soient suffisamment connus en avance pour permettre aux passagers de programmer leur voyage, pour qu'ils puissent venir en toute sécurité visiter, faire leurs affaires, ou aux Azuréens de pouvoir partir, tout en garantissant une sécurité sanitaire maximum, parce qu'on sait très bien qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas depuis le début de la crise Covid, il y a quelque chose qui a changé dans nos esprits communs, c'est la sécurité sanitaire qui peut être mise à mal. Bien, merci Franck pour votre intervention. Je me tourne vers Jean-Michel Clopet, qui est le président de la Fédération des commerçants de Cagnes-sur-Mer. On est parti tout à l'heure de l'initiative de la Chambre, l'aéroport comme porte d'entrée. Et là, on se situe sur une commune qui accueille des visiteurs qui, pour certains, sont arrivés en avion. En tout cas, on l'espère dans une projection rapide maintenant. Jean-Michel, d'abord, Cagnes-sur-Mer a été, on l'a dit tout à l'heure avec Bernard, ZTI, zone touristique internationale. Quel bilan vous dressez déjà de l'instauration de cette zone ZTI, à la fois en termes de fréquentation et d'activité? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments comme ça chiffrés avant la crise Covid, bien entendu? Oui, bonjour à tous. Mais oui, bien évidemment, les chiffres que je vous donnerai ne seront que ceux de 2019, parce que 2020 et 2021 sont bien amputés par la crise que nous connaissons tous. Il faudrait peut-être faire une petite photo du territoire de Cagnes-sur-Mer, qui est une commune qui est relativement importante, mais qui n'est pas un monstre, puisqu'on fait 50 000 habitants. Vous avez 4 éléments majeurs touristiques propres à la commune, qui sont l'hippodrome, le Haut de Cagnes, avec le château des Grimaldi. Vous avez le musée Renoir, qui est très important, et vous avez le village traditionnel de pêcheurs en bord de mer, que l'on appelle le Creux de Cagnes. Et puis, depuis 2015, nous avons le Polygone Riviera, qui est un centre commercial à ciel ouvert, avec, on va dire, un nouveau concept par rapport à ce qu'on peut voir chez nous en France, mais qui existait déjà aux États-Unis, avec une partie loisir, plaisir, qui est quand même extrêmement majorée. Et à cette époque-là, en 2015-2016, que Cagnes-sur-Mer est devenue la zone touristique internationale. Alors l'intérêt, eh bien c'est simple, c'est que si je prends les chiffres de 2019 du Polygone, qu'a bien voulu me communiquer son directeur, sur les 8 millions de visiteurs, vous aviez 15% de touristes. Et ces touristes, eh bien vous en avez 40% qui viennent le week-end, samedi et dimanche. C'est-à-dire que l'ouverture du dimanche a entraîné une augmentation forte de l'activité et permet aux touristes de ne pas regarder le jour de la semaine ni quoi que ce soit. Il peut se livrer à son shopping traditionnel de façon tout à fait efficace. Alors maintenant, quand on parle de zone touristique internationale et de polygone, on crée une opposition qui est le commerce traditionnel avec ce nouveau concept de consommation, et il a fallu trouver des liens entre les deux. Et je crois que c'est cette résonance entre le commerce traditionnel de proximité, ou qui n'est pas un commerce par destination, alors que le polygone, lui, on va au polygone, qui est un lieu une destination, et il a fallu mettre en place des outils. Justement, Jean-Michel, donc on voit bien le lien entre les grosses infrastructures attractives en termes notamment de fréquentation touristique internationale et peut-être aussi de visiteurs français qui viennent sur le territoire. Et puis, avec cet enjeu clairement posé pour les commerçants de proximité, justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait, peut-être avec une initiative de transformer, Bernard en parlait tout à l'heure, les commerçants en ambassadeurs de destination, avec une opération qui, je crois, a plutôt bien fonctionné, en y intégrant d'ailleurs des questions liées à la mobilité, avec des titres de stationnement offerts aux consommateurs. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très juste, nous avons mis en place une mallette, nous avons distribué à l'ensemble des commerçants de Cagnes-sur-Mer, dans laquelle nous avons mis le nécessaire à le cahier des charges pour être un bon porte-voix du tourisme local, c'est-à-dire de travailler l'accueil, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Bernard Schex, mais également on leur a mis des outils comme des plans à distribuer, puisque vous le savez, malgré le fait que aujourd'hui on peut trouver des plans sur son téléphone sans problème, beaucoup d'étrangers en particulier aiment bien les plans papier. On leur a donné des petits programmes qui sont édités au trimestre par l'Office du tourisme. Donc qu'est-ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller, où est-ce qu'on peut aller manger, où est-ce qu'on peut dormir, etc. On leur a mis tout un tas, une mallette, une véritable boîte à outils, et à charge pour chaque commerçant de tenir à jour sa mallette. Alors c'est peut-être là où le bas blesse, parce que lorsqu'on leur demande d'être proactifs,
a tendance à prendre très rapidement un peu de distance et il faut régulièrement remettre l'ouvrage sur le métier pour remettre à jour cette petite mallette. Et puis, vous savez que nous avons lancé une carte qui s'appelle Bonjour Cannes, qui est une carte de stationnement, une carte de fidélité, mais ça, c'est pas le sujet de la journée. Et la carte de stationnement permet aux touristes de stationner sans difficulté à Cannes-sur-Mer, même s'il n'a pas eu l'habitude de manipuler les parcs-mètres, puisque vous savez que maintenant, sur les parcs-mètres, il faut taper son numéro, l'âge de sa grand-mère et je sais quoi encore. Voilà. Oui, un lien tout à fait évident avec l'accessibilité et l'attractivité commerciale du territoire. Dernière petite question, Jean-Michel, c'est est-ce que les commerçants ont été formés à ce rôle d'ambassadeur? Si oui, comment? Ils ont été formés juste à la mise en place de la mallette avec un courrier explicatif, avec une note explicative également très très complète, on va dire, et puis une information orale, et ça s'est arrêté là, hein, hélas, puisque là aussi, pour mobiliser un commerçant dit traditionnel, c'est toujours difficile, puisque très souvent, ils sont seuls dans leur entreprise, et si on leur demande en plus de venir le soir ou autre à une réunion ou quelque chose, il faut vraiment leur apporter quelque chose en échange de très très important pour qu'ils acceptent de se déplacer. C'est hélas quelque chose qui est de plus en plus difficile à obtenir de leur part. Donc, avec une difficile mise en dynamique de tous les acteurs et de tous les commerçants, je vais me tourner, merci Jean-Michel, je vais me tourner vers les autres témoins français, et notamment Emmanuel Rodier, qui est responsable du département tourisme, congrès et salon, et Céline Delacroix, qui est la secrétaire générale de la commission commerce, tous deux à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, puisque pour faire suite à ce que Jean-Michel disait, il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons, Emmanuel, la Chambre avait développé un axe de formation avec une petite livret qui s'appelait We Speak Tourist. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi consistait cette initiative, qui a été exemplaire et louée à de nombreuses reprises partout en France? Oui, bonjour à tous, bonjour Brice. Alors, c'était l'opération Do You Speak Tourist, qui était effectivement un dispositif qui avait été mis en place et qui existe toujours d'ailleurs, en partenariat avec le comité régional du tourisme et des loisirs de Paris-Île-de-France, et qui consistait à donner les fondamentaux à tous les commerçants de Paris, et puis ensuite ça s'est étendu à l'ensemble de la région Île-de-France, les fondamentaux pour accueillir les principales clientèles internationales, alors pas seulement en termes de langue, mais aussi en termes de culture, d'approche, et comment les accompagner à toutes les étapes de leur cheminement de shopping. Ça a été développé ensuite, il y a eu une deuxième phase qui était Yes, I Speak Tourist, qui là était une application digitale qui permettait à l'ensemble des touristes internationaux de savoir quels étaient les commerces, voire les magasins, ça pouvait être même des pharmacies, qui étaient en capacité de les accueillir dans leur langue, avec pourquoi pas des professionnels originaires de leur pays. Et donc, il y avait une cartographie l'application qui continue à se développer. Ça fait partie du projet du nouveau schéma régional du tourisme qui est en train d'être discuté et qui va être mis en place suite aux élections régionales prochaines. Les nouveaux élus, s'ils adhèrent à ce sujet, pourront effectivement abonder au niveau régional avec la Chambre pour redéployer ces deux dispositifs. Bien, merci Emmanuel. Je rappelle que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France a deux spécificités dans le fond en matière touristique. Un, travailler sur le secteur des congrès et des salons et des événements. Et deux, notamment spécifiquement sur ce focus que l'on porte cet après-midi, cette relation tourisme et shopping. Est-ce que tu peux nous rappeler les spécificités de la destination Paris-Île-de-France en termes de tourisme et de shopping? Quelques données, quelques chiffres, sans aller trop loin, bien sûr. Sans aller trop loin, alors effectivement, Paris-Île-de-France, c'est un peu spécifique dans le domaine du tourisme, parce que c'est une des rares, ce qu'on appelle global cities, au monde, qui est leader sur les deux segments du tourisme, c'est-à-dire le tourisme d'agrément classique et le tourisme d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les congrès et salons, pour aller vite. Et effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est particulièrement impliquée dans ce secteur-là, puisqu'elle est opérateur, avant direct et aujourd'hui indirect, avec ses filiales Viparis, qui gèrent les fameux sites Porte de Versailles, Porte Maillot, Paris-Nord-Villepinte, et une deuxième filiale qui est Comexposium et qui est organisateur d'événements. Tout ça pour dire qu'on a été particulièrement
impacté à Paris-Île-de-France par la crise, puisqu'effectivement, étant leader sur ces deux segments, quand tout marche bien, effectivement, ça marche très bien. Et ça rapporte beaucoup de retombées économiques à la destination. Quand tout est à l'arrêt, effectivement, c'est assez catastrophique. Et là, les chiffres sont absolument parlants. C'est-à-dire qu'on a perdu 33 millions de touristes en un an. C'est 15 milliards de consommation touristique en moins. Il y a eu 450 salons annulés, soit 22 milliards de contrats sur les salons qui n'ont pas pu être signés entre les entreprises de la région, mais également avec des entreprises étrangères. En 2 mots, la spécificité en termes de commerce, on a une densité commerciale qui est relativement riche, très riche et assez variée. Il y a 180 000 commerces à Paris-Île-de-France. C'est plutôt du shopping de haut de gamme. On est la première destination pour les dépenses de luxe, avec 29 000 euros de dépenses en moyenne, le panier moyen dans le luxe. En revanche, on est en retrait pour le shopping classique, et c'est la 5e source de motivation derrière les visites, les monuments, les musées, les promenades de ville, etc. Donc, on n'est pas une destination shopping au sens où on pourrait l'entendre à Londres, par exemple. C'est vrai que c'est notre principal concurrent, et la dépense de shopping est relativement faible si on prend le panier moyen, puisque seulement 19% du budget d'un touriste est consacré On parlera de Londres, Emmanuel, tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est aussi se projeter, c'est-à-dire les conditions de reprise. Il y a 2 mots, dans le fond, qui peuvent venir, c'est à la fois diversification et innovation. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur ces sujets ? Oui, effectivement. Donc, en plus, ça arrive dans un contexte où on avait Paris avait cette image de destination un peu tourisme musée, et je pense qu'aujourd'hui il va falloir qu'on se repositionne assez rapidement pour capter de nouvelles clientèles. Et effectivement, là où on avait peut-être des fragilités auparavant, c'était dans l'accueil, la mobilité des touristes, puisque c'est vrai qu'on est une grande ville, et en termes d'innovation et de digitalisation. On s'est aperçu, Céline en parlera très bien, que nos commerces n'étaient peut-être pas suffisamment adaptés à tout ce qui était digitalisation pour être en capacité de répondre aux offres d'une part des clientèles, alors là qui n'étaient pas là, mais aussi pour s'adapter à un contexte changeant. Et donc, l'objet aujourd'hui à Paris, c'est vraiment de miser sur, pour rester leader dans nos 2 segments que sont le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément, c'est de miser sur ce qui était nos fragilités avant, et sans faire un reset complet, essayer de se repositionner justement sur des valeurs qui avant nous posaient problème. C'était l'accueil, c'était le service, c'était la propreté, c'était avoir une approche responsable du tourisme, et c'est là-dessus qu'on va devoir miser. Et Céline pourra vous dire peut-être quelques mots sur un certain nombre d'exemples. Ouais. Eh ben, je vais me tourner vers Céline. Céline, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets et des pistes d'action en 2 minutes pour qu'on garde vraiment le délai imparti? Alors juste pour les pistes d'action, et effectivement sur les opportunités que redessine la crise sanitaire, il y a évidemment, vous l'avez abordé tous, travailler la qualité de l'accueil. C'est quasiment une attente quasiment prioritaire de la clientèle touristique, et vous évoquiez le numérique. Effectivement, maintenant, on a des applications qui permettent très rapidement de traduire en temps réel des échanges. Il faut à la fois connaître les expressions d'usage, mais aussi les sensibilités culturelles de la clientèle. Il faut aussi travailler le parcours du touriste en réduisant tout ce qu'on appelle les irritants, c'est-à-dire mettre à disposition des consignes pour les valises, mettre en place une signalétique claire d'orientation via des codes couleurs, et ce, à l'échelle de toutes les villes et sites touristiques. Il faut vraiment avoir une approche qui vise à systématiser une série de logotypes pour que le touriste puisse aisément s'orienter dans le centre-ville, vers une polarité commerciale, une halle de marché, des toilettes publiques, bref, un ensemble de points d'intérêt à l'image de ce qui a été réalisé, par exemple, dans les transports en commun. La propreté est aussi un axe très important. La crise sanitaire va accélérer les exigences sur cette donne.
l'e-réputation sera à travailler. Sur les vitrines, vous l'avez aussi effectivement bien évoqué, des kits de communication sur les grands événements vont s'avérer vraiment indispensables. Les moyens de paiement, notamment tout ce qui est type WeChat, et très important, ce qu'on appelle l'offre expérientielle. Le nouveau consommateur, il a besoin de revenir plusieurs fois sur un lieu de vente et pour des raisons différentes, travailler effectivement le design, l'architecture, faire que le commerce maintenant soit aussi un lieu de vie et pas nécessairement un lieu de consommation. Et finalement, pour mener ces différentes actions, il y a vraiment, à l'image des actions qui sont menées par les collectivités locales sur la rénovation ou la dynamisation du centre-ville, il y a vraiment un travail en pleine concertation à réaliser, assorti de partenariats avec de grands acteurs, qui est maintenant essentiel pour l'accueil et l'offre touristique. Donc, un séquençage des actions, une communication sur les vitrines, une mise à disposition d'informations pratiques et surtout un accompagnement sur le long terme. Les commerçants sont un profil particulier. On est en pleine émergence de la digitalisation, du développement du click and collect, mais pour la démarche touristique, c'est finalement la même chose. Il faut vraiment une action de sensibilisation parce qu'une sensibilisation isolée, quelques commerçants isolés qui se mettent à la digitalisation, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un effet locomotive pour les commerçants. Bien, merci Céline. Je vais me tourner maintenant vers Emmanuel Bobin, qui est le directeur de l'Open Tourisme Lab, qui est une plateforme d'innovation touristique basée en région Occitanie à Nîmes. Emmanuel, toi, quelle est ton expérience en tant que directeur d'une plateforme d'innovation autour de la notion de partage d'expérience sur les activités des startups qui sont incubées chez toi, et notamment sur cette relation fondamentale entre territoire et commerce. Okay. Bonjour à tous. Moi, ce que je dirais, j'amènerais ça, avant de parler des solutions technologiques, ramener ça donc à des tendances du coup de consommation. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'expérience touristique, c'est avant tout donc un assemblage de prestations, et que on voit qu'aujourd'hui que les pratiques se fondent et que tout s'hybride. On a vu tout à l'heure, les premiers intervenants l'ont dit, comment de coup un magasin devient un lieu touristique, et comment donc le site web de ce même magasin devient en fait lui le site marchand. Et si je dis tout ça, c'est que aujourd'hui, il y a un foisonnement des innovations, mais qui accompagne cette grande tendance qui est liée à l'hybridation des services. Et si on doit ramener donc à la thématique de la mobilité et du shopping, tout se fait en fait aujourd'hui, la grande tendance, sur le parcours client pour qu'il soit sans friction. Et c'est vraiment le maître mot, c'est rendre un parcours le plus fluide qui soit, et avec, je dirais, peut-être trois enjeux qui ressortent. La gestion des flux. Deuxième point, la multiplication des services digitaux, mélanger le physique et le digital. Et puis après, tout un tas de services de type paiement mobile, cashless, etc. Et donc, globalement, pour l'ensemble des parties prenantes, c'est bien l'enjeu de l'agrégation de ces différentes solutions par API qui vont, en tout cas, être au bénéfice donc, de la fluidité du parcours client. Alors là, donc, une fois… Allez, un exemple parmi plusieurs, assez rapidement, cher Emmanuel. Ouais, je sais, mais c'est pour replacer. Donc, peut-être deux, trois exemples. Le premier exemple, c'est Visit Move, donc une startup qui est sur la gestion des flux, qui est capable de détecter dans le parcours touristique des points surchargés à un moment dans un lieu, dans un espace touristique, et de pouvoir d'apporter des notifications et de pouvoir redescendre en tout cas ces points surchargés dans les recommandations vis-à-vis du visiteur. Un autre exemple, moi, c'est la startup Circuit, d'ailleurs, qui est en partie à des équipes implantées dans la région sud, qui est de mixer des points d'intérêt touristique
avec de la donnée marchande, avec le choix aussi donc de désactiver si c'est possible des points d'intérêt. Donc, mais c'est mêlé parce qu'on a eu beaucoup de solutions en tout cas préalablement de propositions de parcours clients avec des POI touristiques, mais sans intégrer la donnée marchande. Et là, on voit en tout cas un aboutissement en tout cas de solutions et qui aide en tout cas à mixer le parcours touristique avec du shopping. Ce qui semble intéressant aussi, Emmanuel, c'est peut-être dans l'actualité post-Covid, en tout cas à la fin de l'épisode qu'on est en train de vivre, c'est la démarche de quelques opérateurs auprès de la plateforme pour développer un certain nombre d'activités. 2 exemples, la 5G et l'hyper-personnalisation, qui forcément vont rendre des services à ce triptyque mobilité, shopping et tourisme. Ah oui, je crois qu'on est aujourd'hui à la veille de nouvelles solutions, de nouveaux usages. Donc la 5G, qu'est-ce que ça apporte? Ça va apporter en tout cas une quantité de flux, de contenu lourd qu'on va pouvoir adresser plus rapidement et surtout sans temps de latence. Donc là, il y a plein de nouvelles solutions avec des nouveaux usages qui vont arriver. Et surtout avec la capacité aussi donc à gérer des objets connectés à distance. Donc, on est à la veille lancement, on travaille avec différentes startups pour développer ces nouvelles solutions et nouveaux usages, mais il y a encore plein de choses qui vont arriver. Ok, merci Emmanuel. Allez, 3e temps d'intervention, les pastilles internationales. Et je vais me tourner vers Nicolas Grely, qui est donc le Chief Operating Officer d'Europass, une start-up bien connue ici à Nice et dans la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nicolas, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Europass et puis nous expliquer les solutions en matière de mobilité, notamment avec une intégration assez intéressante en termes technologiques dans l'environnement chinois? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Brice. Alors rapidement, Europass est une start-up créée en 2016. Une start-up française, 100% dédiée à la création d'outils digitaux visant la clientèle touristique chinoise et particulièrement les individuels chinois, les FIT. Nos solutions permettent à la fois d'être visibles au sein de l'environnement digital chinois, de capter le flux de clientèle touristique chinoise, derrière d'améliorer leur expérience sur place et enfin de les monétiser. On a déjà entendu parler des solutions WeChat Pay et Alipay qu'on implémente, que ce soit sur place ou évidemment de manière digitalisée. Un exemple mobilité, alors on a quelques références, on a la chance de travailler avec l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, notamment sur sa démarche Chine. Depuis quelques mois, on a été sélectionné par Aéroport de Paris pour les accompagner également dans leur stratégie digitale. Je vais vous parler d'une innovation mondiale. Europass a été la première société à implémenter une solution de ticketing WeChat Pay permettant aux utilisateurs chinois d'acheter leurs billets de métro parisien en yuan lorsqu'ils sont à Paris. D'accord. Tant et si bien que cette nouvelle a fait le tour de la Chine et une de mes collaboratrices qui était à l'époque, évidemment basée à Paris, qui était à l'époque en voyage en Chine, a entendu la news sur les infos chinoises. Donc, big buzz et surtout un point, et c'est pour ça qu'on accompagne les acteurs de la mobilité aujourd'hui, notamment dans cet accueil, un touriste individuel chinois qui est clairement la clientèle aujourd'hui que nos partenaires cherchent et notamment nos partenaires dans le Sud. Il faut les accompagner en end-to-end. C'est très bien aujourd'hui, évidemment, qu'ils sont accueillis dans les grands espaces, dans les aéroports et dans les principales gares, parce qu'on travaille également avec Rail Europe sur le sujet. Maintenant, il faut qu'ils puissent se déplacer en cœur de ville, rejoindre leur hôtel sans problématique et derrière aller découvrir nos vignobles dans l'arrière-pays, les magnifiques villages et villes du Sud. Et pour ça, il faut qu'on implémente également des solutions dans les taxis, dans les VTC, qu'on leur permette d'avoir plus facilement accès également à la location de voitures. Et donc, il nous reste un peu de travail à faire pour permettre à ces touristes individuels chinois de rester plus longtemps sur la destination et de dépenser plus sur la destination. Je rappelle, s'il en est besoin, que les touristes chinois sont les plus dépensiers quand ils se déplacent en France et notamment sur de l'achat shopping.
On peut rappeler qu'il n'était que 2 millions sur un peu plus de 90 millions de visiteurs internationaux ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Mais en tout cas, une solution absolument formidable pour ces clientèles chinois. Deuxième exemple, WeChat Travel Experience. Est-ce que vous pourriez, Nicolas, nous présenter ça en termes de commerce, puisque vous avez une action, y compris avec Nice Métropole? Tout à fait. C'est une solution qu'on a développée initialement en partenariat avec Atout France, qu'on continue de travailler d'ailleurs avec Atout France Chine et les équipes de Catherine Oden. Et cette solution nous permet de capter du trafic qualifié via nos grands partenaires institutionnels que je citais notamment tout à l'heure, les aéroports, les réseaux de transport en commun, etc. Et de lui pousser des offres promotionnelles et des coupons promotionnels de retailers et de partenaires locaux. D'accord. Et typiquement, pour un department store parisien, ça se transforme via un coupon promotionnel, certes très attractif, mais ça se transforme en 200 000 € de chiffre d'affaires additionnel sur une période de 6 mois. On a eu 50 000 € de chiffre d'affaires, et ça, c'est des chiffres qui sont traqués par les professionnels en question. 50 000 € de chiffre d'affaires pour une parapharmacie, par exemple. Donc, c'est une clientèle que nous visons, grâce à des solutions comme ça, à rendre plus accessible pour les retailers français. Donc, ça veut dire que concrètement, sur le territoire de Nice Métropole, comment ça va se passer, disons, à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, quand les touristes chinois vont revenir? L'année prochaine, on espère qu'ils reviendront déjà en octobre. Mais quand ils reviendront, on a déjà mis en place. Alors, j'entendais parler de Storefront de POI tout à l'heure, de Point of Interest. Donc, on a développé des points d'intérêt pour les partenaires qui ont été sélectionnés par la Chambre de commerce et d'industrie et par les offices du tourisme, notamment de Nice. Ces partenaires-là sont directement intégrés dans la plateforme. Donc, typiquement, un touriste chinois qui arrive à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ou à l'aéroport de Paris ou à la gare de Nice, bref, et qui tombe sur le QR code Atout France à un moment ou à un autre, lorsqu'il sera à Nice, découvrira l'ensemble de l'offre retail niçoise. Et là, par contre, c'est de la responsabilité des professionnels en question de nous transmettre leurs offres, leurs coupons, etc., pour faire en sorte qu'ils passent le pas et qu'ils aillent faire leur shopping à Nice plutôt que en Italie ou par ailleurs en Suisse. On sait, alors, donnée importante, on sait que les touristes chinois, quand ils se déplacent en Europe, visitent plusieurs destinations. Donc, on a un super argument, je pense qu'on en entendra parler tout à l'heure, maintenant que les Anglais ne détaxent plus, on a un super argument pour faire en sorte qu'ils fassent plus de shopping chez nous, et la destination parisienne avec laquelle on travaille également beaucoup, et la destination niçoise qui accueille le plus de touristes chinois, ont vocation à capitaliser sur cet avantage qui ne durera certainement pas parce que le lobbying s'organise en Angleterre. On en entendra parler tout à l'heure. Autre petit exemple concernant le retail, parce que on a évidemment une activité... Allez, en une minute, Nicolas. Voilà. Une activité qui a été interrompue longtemps. On a également aidé des partenaires retailers à pouvoir déstocker en créant une plateforme de vente privée dédiée à l'audience chinoise cette fois. Et donc, on gère tout ce qui est supply chain pour pouvoir permettre un déstockage massif. On sait qu'aujourd'hui, même les outlets type La Vallée Village, etc., ont été fermés une grande période. Et donc, cette solution nous a permis de pouvoir leur permettre de faire un peu de chiffre d'affaires dans cette période compliquée. Allez, merci Nicolas. Vous avez parlé d'Atout France et de la détaxe en Grande-Bretagne. Donc, forcément, vous avez interpellé Gwenaëlle Delos, que je remercie bien sûr d'être en ligne de Grande-Bretagne, la directrice du bureau Atout France à Londres. Chère Gwenaëlle, donc on sait que Londres est une ville-monde comme Paris qui a notamment bien sûr défini son attractivité et son histoire touristique autour du shopping. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette identité londonienne très particulière dont se sont inspirées un certain nombre de grandes métropoles européennes et mondiales? Oui, bonjour Brice, bonjour à tous. Oui, alors on va se placer maintenant d'un point de vue de destination, faire un petit parangonnage de Londres. Néanmoins, avant de commencer, je voudrais partager une bonne nouvelle, c'est que depuis hier, les Britanniques peuvent voyager à l'étranger vers des pays classés en vert, orange ou rouge, et donc petit à petit, le trafic devrait reprendre. Donc Londres, ville-monde, véritable plateforme. C'était la ville la plus importante au monde en termes de retail. C'était un centre majeur de vente en fashion. On disait que Londres était une ville de spending power. Plus de 80% de sa clientèle était loisirs.
Et il y a une personne sur 5 était un visiteur à faire. Le shopping, contrairement à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, pour Paris, le shopping représentait plus de 46% des dépenses des visiteurs. Et c'était 30% pour l'hébergement à Londres par rapport à Paris. Il y a une place forte du shopping à Londres. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a une forte accessibilité, les aéroports, la gare de Saint-Pancras qui s'est transformée en galerie commerciale. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Londres. Avec non, on n'est pas là pour ça, mais très intéressant cette identité. Gwenaëlle, très intéressante cette identité, mais ce qui est intéressant aussi, c'est se projeter. Oui. Londres, c'est la ville du Brexit. Nicolas vient de dire la question de la détaxe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans le fond, cette nouvelle donne touristique à Londres et la nouvelle identité touristique et sans doute commerciale de la capitale anglaise? Oui, alors je voudrais dire qu'elle a évolué. C'est vrai qu'avant 2015, c'était beaucoup shopping. Et depuis 2015, il y a eu un changement puisque Londres s'est positionné avec une nouvelle vision qui était la culture on the high street. Donc, il y a eu un changement de positionnement stratégique pour aussi développer la culture. Et c'est vrai que avec le Brexit, il y a des nouvelles opportunités. Nicolas en va très très bien parler et a fait un bon teasing sur le sujet. C'est vrai que pour les achats en ligne, depuis l'Union européenne, les Britanniques doivent désormais payer la taxe du pays d'où vient la marchandise. Donc dans certains cas, les prix augmentent. Ils payaient avant la taxe locale britannique. Pour un achat de produits supérieurs à 135 pounds qui ne seraient pas produits en Europe, les droits de douane s'ajoutent au prix du vendeur. Donc, par exemple, pour un pull qui ne serait pas produit en Europe, il faut ajouter 12% et le maximum de taxes est de 25%. Grâce au Brexit, peut-être un des seuls points positifs de cette affaire dont on n'est pas encore sorti, si vous suivez l'actualité, on a donc cet avantage concurrentiel du duty free. Comme le signalait Nicolas, il y a un énorme lobbying actuellement pour baisser la TVA et les taxes ici pour pouvoir continuer à attirer notamment la clientèle des marchés lointains. Et donc, pour l'instant, on a cet avantage concurrentiel sur lequel il va falloir capitaliser. Il va falloir communiquer, informer les Britanniques qu'ils ont cette possibilité de faire 20% d'économie quand ils font leurs achats en France. Nous avons déjà commencé à travailler sur les sujets avec les acteurs parisiens, avec des acteurs comme Global Blue. On est approché par d'autres acteurs, notamment une start-up qui est basée à Singapour sur le sujet. Donc, Gwenaëlle, c'est un appel aux acteurs azuréens de se tourner vers vous pour profiter de ce moment historique particulier. Oui, mais le shopping est un élément important, mais actuellement dans un cadre de reconstruction des flux, parce qu'on parle même plus là parfois de reprise, on parle de reconstruction des flux. Le shopping ne sera pas la première motivation au départ de cette reconstruction des flux. Il va falloir continuer à fluidifier les écosystèmes, et je rejoins beaucoup ce que disait Céline tout à l'heure. Donc, fluidifier les écosystèmes en liant les partenaires, en enlevant le plus possible de contraintes pour le voyageur, en faisant en sorte que les destinations soient capables, et ça, a priori, ça va être fait, puisque ça a été annoncé dimanche, d'offrir des tests PCR aux touristes étrangers pour repartir.
Donc, pouvoir informer, rassurer, travailler sur l'attractivité des destinations, l'offre culturelle, et puis offrir cette offre shopping qui doit être plus qu'une offre transactionnelle, qui doit être une offre liée à la culture, à l'expérience de vie, à ce lien avec le territoire, à ce lien avec la culture locale, et voilà. Allez, merci Gwenaëlle. N'oublions pas que juste à côté, il y a la promenade des Anglais et le lien entre les deux pays est historique puisque plus de 13 millions de visiteurs anglais chaque année en France contre les 2 millions de Chinois. Ça fait partie de nos partenaires historiques. Brexit ou pas, ils reviendront bien sûr sur le territoire. Allez, dernière petite pastille étrangère, cher Paul Arsenault, professeur à l'Université du Québec à Montréal, vice-président de l'incubateur qui s'appelle Montréal Tourisme Lab. Paul, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est un peu la spécificité de cette relation entre mobilité, shopping et tourisme au Canada et principalement à Montréal, avec d'abord, je crois, un éclairage sur les espaces publics. Qu'est-ce que tu as comme élément à faire partager à cette noble assemblée cet après-midi? 2 éléments, Brice. C'est pas cet après-midi, c'est ce matin. Oui, mais nous, pour nous, l'après-midi. Je comprends pas. Toi, t'es pas normal, t'as un drôle d'accent et t'es décalé. Et voilà, et calé aussi. Petit clin d'œil à mes amis parisiens, je vous plains, monsieur le vice-président disait qu'il faisait 26 degrés à Nice, il fera 26 degrés à Montréal aujourd'hui, 30 demain, jeudi et vendredi, donc c'est pas chouette d'habiter au nord comme ça, on vous plaint. Vous êtes les bienvenus à Montréal quand les frontières ouvriront. Et Nice, je vais répondre, je vais faire de grands efforts pour ne pas répondre à ta question, pour arriver à un petit domaine d'étonnement. J'ai écouté tous les intervenants avec un plaisir savoureux. Et j'ai un petit étonnement qui est ici, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de clientèle, j'ai entendu parler de shopping comme une activité autonome en soi. J'ai entendu parler de relations entre le tourisme et les commerçants, c'est-à-dire prestation de services, d'outils, etc. Et je trouve 2 choses. La première, c'est qu'on n'a pas conçu le touriste comme étant un visiteur qui a son existence propre avant le shopping. Et je me permets une petite parenthèse, et j'ai oublié l'autre après, mais je me permets cette parenthèse. Nous sommes d'accord à Nice, à Paris, à Londres, il y a 24 heures dans une journée, on est bien d'accord là-dessus. Le visiteur, le touriste, il vit 24 heures. Il y a 10 heures dans sa journée quand il est un touriste, donc il n'est pas à la maison, où il sera dans son logis, son hébergement commercial collaboratif, donc une dizaine d'heures où il se brossera les dents, lavera les cheveux s'il en a. Ce qui fait qu'il reste 14 heures dans sa journée, qui est son portefeuille d'heures touristes. Il est content, le touriste. Dans le meilleur des cas, quelle que soit son activité qui l'a emmené à la destination, son activité principale, que ce soit visiter un monument, des monuments, que ce soit faire du shopping, etc., on sera d'accord que quand il a passé 6 heures dans sa journée, il aura, pour son activité principale, il y en a plein les baskets. 6 heures dans le musée du Louvre, 6 heures sur la promenade des Anglais, c'est très long. Il restera donc 8 heures dans sa journée, 8 heures où sera concentré plus de la moitié de sa dépense quotidienne. Et je vous invite à réfléchir différemment. Le touriste, le visiteur, il est dans un moment extrêmement important pour lui de détente, de découverte, de liberté, de sortie de lui-même. Et sans qu'il le sache, sans qu'il l'ait prévu, sans qu'il l'ait planifié, il dépensera. Et cette dépense-là sera faite de déplacement de commerce à l'autre. Ce commerce qui sera pour lui, non pas des commerces, pas une finalité en soi. Dans certains cas, il y a peut-être 10 à 15% des gens qui vont strictement pour le commerce et pour le shopping. Pour les autres, ça sera passer par une galerie, prendre un café, s'arrêter à une terrasse, prendre une croûte, aller prendre l'apéro, etc. Cette idée de sérendipité, je crois, a été perdue en cours de route. Et il faut la retrouver. Il faut que les acteurs du tourisme, les acteurs du commerce soient plus présents. Vous avez en France quelque chose qui est fabuleux, on n'a pas l'équivalent. Les chambres de commerce portent le tourisme et portent les structures touristiques. Ça, c'est incroyable, on n'a pas ça ici. Il y a peut-être, par contre, une structure intermédiaire qu'on va retrouver en Amérique du Nord et on va retrouver au Québec qui s'appelle les sociétés de développement commercial. C'est-à-dire que l'échelle, au lieu d'être à l'échelle de la ville, devient à l'échelle des artères commerciales. À l'échelle d'un petit quartier, d'un certain nombre de rues,
dans lesquels on aura un travail peut-être plus important. Je crois que Mme Delacroix disait tout à l'heure avec raison, elle a dit le commerce doit devenir une destination, doit devenir un milieu de vie. Je ne crois pas qu'on soit capable de convaincre les commerces individuellement. Je crois qu'on peut, à l'échelle d'une observation touristique, quels sont les déplacements, quelle est la logique sur ce territoire d'une artère commerciale, d'un demi-arrondissement, d'un tiers arrondissement, non pas à l'intérieur de nos structures et de nos décisions administratives, mais à partir de l'observation réelle du déplacement. On peut le faire avec nos amis de Télécom qui pilotent la journée aujourd'hui. Hein. On est capable de savoir quel est le déplacement. Je pense qu'on a réglé ici du côté nord-américain avec les données personnelles, le règlement sur les données personnelles. Nous sommes capables d'anonymiser et de savoir essentiellement pour les gens qui sont des Britanniques, qui sont sur le territoire de Nice, à quel endroit ils sont arrivés, dans quel quartier ils ont été, quel type de déplacement ils faisaient, tout ça en parfait respect. Et on commencerait à ce moment-là à découvrir de façon beaucoup plus ordonnée un portrait non pas chinois égale tant de millions, centaines de millions d'euros de dépenses, britanniques égale. On n'ira pas nulle part avec cette approche. Il y a une reddition de compte. C'est normal qu'on le fasse. C'est normal qu'on ait cette préoccupation-là. Mais on ne pourra pas répondre à des besoins, à des aspirations. Le touriste, là, encore une fois, il n'est pas au boulot. Il est dans un mode de détachement le plus absolu. Et donc, je pense que nos amis de Télécom ont une partie extrêmement importante. Et moi, je vois un mouvement de fond monter ici avec les compagnies de Télécom qui sont capables de nous dire, qui sont capables maintenant de remonter 3 ans dans le temps au Grand Prix de Formule 1 de 2019, qui étaient les Américains, qui étaient les Ontariens, qui étaient les Chinois, etc. À quel moment ils ont mis le pied au Canada, à quel moment ils ont mis le pied à Montréal, combien de temps ils sont restés, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Et cette circonscription nous permettra à ce moment-là d'aller voir notre ami Emmanuel Bobin, et lui dire, écoute, Emmanuel, nous avons donc maintenant, non pas des personas en marketing, mais bel et bien des profils de déplacement, de mobilité qui vont être fabuleux. Et à partir du moment où le tourisme et le commerce ne sont pas deux filières autonomes, éloignées, tour d'ivoire, qui ne se parlent pas, si ce n'est que dans une logique transactionnelle, tout d'un coup, on va découvrir à quel point l'un et l'autre se nourrissent. Je suis un visiteur, je meurs d'envie de retourner en France. La dernière fois, c'était en janvier 2020, c'était à Strasbourg, et je dois retourner, je suis en manque, je suis en sevrage sérieux. Mais, cher Paul, on t'accueillera avec grand plaisir. Oui. Merci pour ton rapport d'étonnement, et dans le fond, ça n'est pas étonnant que tu sois étonné et que tu nous fasses part de ce rapport, avec des termes essentiels, la sérendipité. Et puis cette idée de la société de développement commercial, qui est une idée, je pense aussi, qui peut inspirer un certain nombre d'acteurs ici présents. Merci, cher Paul. Le temps presse, donc merci à tous les intervenants. Cher Michel, toi qui es vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur en charge du tourisme, une petite synthèse des échanges que tu viens d'entendre sur cette, si j'ose dire, sainte trinité, mobilité, shopping et tourisme, en repartant bien sûr aussi de l'idée que vient de développer Paul, c'est qu'on s'intéresse d'abord et avant tout au parcours client, au parcours visiteur, plutôt qu'à l'une ou l'autre de ces activités. Oui, très rapidement. Bon, d'abord, moi, je voudrais remercier tous les intervenants et intervenantes de cette table ronde, parce que toutes ces pastilles, qu'elles étaient nationales, régionales et internationales, étaient très intéressantes, parce que vraiment, on a senti des sensibilités différentes, mais en tout cas, il y a 4 choses qui ressortent pour moi et sur lesquelles je voudrais faire une petite synthèse rapide. D'abord, effectivement, le client, il est central. Je pense qu'aujourd'hui, il a l'hyper-choix. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la customer centricity, c'est-à-dire, il est recentré sur lui-même, il veut vivre des expériences, il veut de l'émotion et il veut vivre quelque chose qu'il n'a pas connu avant, une véritable expérience. Ça, je crois que ça a été dit et tout a été mis en œuvre. Ce qui est aujourd'hui évident pour moi et ce qui a été dit dans toutes ces exposés, c'est d'abord que je crois que, bien entendu, si tant est qu'on pouvait en douter, le lien entre la mobilité, le tourisme, et puis bien sûr le shopping, elle est plus qu'évidente. Elle est liée à un territoire, bien entendu, il faut faire cause commune, il faut qu'il y ait de véritables échanges, il faut qu'il y ait véritablement que le tourisme il soit au centre de toutes les problématiques, de toutes les, je dirais, les solutions qui doivent être trouvées pour lui. Et donc ça, c'est très important. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer du tourisme, du shopping, de la mobilité,
je dirais, sur un territoire où, bien sûr, les acteurs publics et privés ne soient pas concernés et n'aient pas réfléchi ensemble sur la meilleure possibilité de développer l'accueil du tourisme. La première question, c'est une accessibilité ouverte et des modes à toutes les mobilités et toutes les mobilités à toutes les accessibilités. Je crois qu'effectivement, tout à l'heure, Franck l'a dit, un aéroport, c'est une porte d'entrée, une porte de sortie. Et je crois qu'il faut vraiment l'intégrer dans la démarche et partir de savoir où ça commence, où ça finit. La deuxième chose que j'ai notée qui me paraît importante, c'est la mobilisation de tous. Pendant des années, sur tous les territoires que j'ai connus dans ma petite carrière professionnelle, qu'elle soit en France ou à l'étranger, on a toujours eu du mal souvent à faire comprendre qu'il fallait y aller ensemble, chasser en meute, être capable de fonctionner ensemble et d'avoir, je dirais, quelque part une véritable réalité d'accueil qui soit ciblée et surtout qui soit dans une vraie réalité, je dirais, authentique. Et ça, c'est très important. Et un commerçant comme un hôtelier, comme un plagiste, comme un chauffeur de taxi, c'est avant tout une chaîne de valeur qui accueille. Et ça, c'est très important. Donc ça, il faut se fédérer, il faut être fédéré, il faut y aller ensemble. On peut pas le faire en plusieurs étapes. Le dernier point, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait aujourd'hui surtout cette capacité à se préparer avec une vision prospective du futur. Bien sûr, les nouvelles technologies, mon cher Jean-Bernard, en font partie intégrante, parce que dans la formation et dans la manière d'anticiper les besoins et les attentes du client, dans ce que j'appelle cette customer centricity, c'est fondamental. Et je pense que les nouvelles technologies vont y jouer encore un rôle de plus en plus important. Par contre, n'oublions pas l'humain. L'accueil, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont sur un territoire et qui accueillent. Et s'ils n'ont pas cette vision prospective de se projeter dans l'avenir et de savoir comment, à un moment donné, il faut être plus résilient, mieux accueillir, je l'ai noté, préparer le parcours client et une connectivité efficace de tous les instants. Je crois que ça, c'est fondamental et que là, on aura vraiment une difficulté si les choses ne se font pas ensemble. Et surtout, la formation. Je pense que la formation des collaborateurs, des collaboratrices, des commerçants, des professionnels dans leur ensemble, elle est aussi fondamentale. Et cette formation, elle doit être aussi liée au numérique, elle doit être aussi liée aux nouvelles technologies. Et je pense qu'il faut s'y préparer parce que ça fait partie intégrante de l'offre. Et je crois que dans cette vision prospective, la CCI Nice-Côte d'Azur a toujours eu un rôle en matière de formation et d'apprentissage. Ça fait partie de son ADN. Je suis fier de le dire, et au nom du président, et je sais que Bernard nous rejoindra là-dessus, ça a toujours été quelque chose, un acte fondamental de former et de préparer le futur aussi pour les collaborateurs et les collaboratrices qui travaillent dans le monde aussi du tourisme, du numérique et sur tous les secteurs. Donc je crois que c'est ce qui est fondamental, c'est ça. Nous sommes prêts, nous, à la CCI, à le développer. Et tu sais, cher Brice, puisque nous travaillons ensemble sur le campus sud des Messiers, nous y travaillons tous les jours pour mieux préparer les professionnels de demain, puisque le tourisme aussi en fait partie depuis quelques mois, et tu le sais, il faut s'en féliciter. Donc je crois que la synthèse de tout ça, c'est continuons à travailler ensemble, continuons à être à l'écoute, continuons à être, je dirais, dans cette logique globale de dire que c'est au travers, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre ami canadien, c'est aussi le client, c'est l'humain, c'est l'individu qui avant tout de dépenser son argent, il veut être reconnu, il veut savoir que quelque part, là où il va aller, il est attendu et qu'on va répondre à ses attentes. Je crois que ça, c'est fondamental. Et s'il en est pour conclure, le Covid a changé encore plus de ce qu'on pouvait imaginer, de ce que le digital en termes de révolution avait affecté dans les métiers du tourisme et de l'accueil et du shopping et aussi de la mobilité, c'est que véritablement, dans le futur, le Covid nous a appris qu'il y avait un monde d'avant, un monde d'après. C'est pas uniquement un poncif. Je pense qu'il est absolument nécessaire de se remettre en question constamment. Et je crois que tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui sont très intéressants. Il faut s'en inspirer et je pense qu'il faudra continuer à réfléchir dans ce sens. Je vous remercie tous et toutes véritablement de votre participation. Elle a été en tout cas pour nous tous et pour moi en particulier très intéressante parce qu'elle nous a ouvert des champs et ces champs, il va falloir qu'on y réfléchisse tous ensemble. Merci de votre participation et je passe la parole à Brice pour la suite de cette journée mobilité, shopping et tourisme sur le territoire. Merci Michel, merci à toutes et tous d'avoir pris un peu de temps pour intervenir cet après-midi avec nous. Je vais laisser la parole à Jean-Bernard pour le deuxième temps de cet après-midi, les retours d'expérience.